La saison 2 d'Hazbin Hotel risque d'être vraiment incroyable, avec de nouveaux rebondissements, de nouveaux groupes et de nouvelles alliances. Mais comment aborder une saison 2 sereine si les problèmes de la saison 1 ne sont pas déjà mis sur le tapis et résolus? Dans cette vidéo, je vous propose de nous attarder sur certains des plus gros problèmes de la saison 1 qu'on aimerait bien voir résolus pendant cette saison 2. Non, parce que c'est bien beau de vouloir aborder certains thèmes comme le sabotage médiatique ou encore la mise en exergue d'une différenciation de classe sociale. Mais déjà, si tu ne règles pas tes problèmes primordiaux de la saison 1, comment veux-tu que le public soit accroché à une saison 2 parfaite et cohérente? C'est vrai que Vivzi Pop a un sacré savoir-faire dans la critique et la satire sociale. Mais bon, quand ton œuvre ne va pas au bout de ses idées et laisse une partie de ton lectorat dans son jus, on est en droit de se poser des questions sur le message que tu essaies de faire passer. Ok, rentrons dans l'analyse de certains points noirs de l'écriture de Vivzi Pops. Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit pour vous, et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascrim, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés. Tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on rentre dans les incohérences de l'écriture de Vivzi Pops. On va parler d'Angel Dust, ce démon rose flashy qui fait des blagues de fesses aussi lourdes qu'une stripteaseuse sous BBL avec un rire mal mis en scène et bien forcé. Bref, t'as compris, on va décortiquer la plus grosse mascotte d'Hazbin Hotel. Car franchement, même tout internet le voit juste comme une grosse désillusion. Alors, au premier abord, il s'arrangeait toujours à être au cœur de l'attention et des moments mémorables. Avec son design drague araignée, sa voix marquante, son pseudo-charisme instantané, c'était nickel. En gros, les gens l'adoraient. Ou plutôt étaient sous l'illusion d'un genjutsu, mais attention, pas celui de Madara ou d'Itachi, mais plutôt celui de Kurenai, ou à la rigueur d'un Sasuke Uchiha encore prépubère. Mais posez-vous la question 2 minutes. Angel Dust, est-ce vraiment le personnage génial qu'on vous a vendu ? Ou juste un coup marketing qui cache un vide narratif? Parce que oui, Angel Dust est adoré pour son design, ça c'est incontestable, mais il est détesté pour tout le reste. Et ça les gars, c'est exactement le genre de problème qui transforme ce qui aurait pu être une masterclass d'écriture en un néant absolu de pure obscénité pseudo-ag. Non, car quand tu promets un chef-d'œuvre et que tu livres un PowerPoint mal animé de personnalité, faut pas t'étonner qu'après une hype de nouveautés et d'engouement public, les gens commencent à ouvrir les yeux sur ce plat sans saveur qui leur a été servi et commencent à retourner leur veste. Même si c'est vrai qu'objectivement parlant, l'œuvre en global reste quand même agréable à regarder, mais ça c'est une autre histoire. Alors, commençons par ce qui marche. Visuellement, Angel Dust, c'est un pur coup de génie. Un design drag plus araignée, charisme instantané, son look rose et extravagant dénote des enfers, ce qui fait que cette poudre aux yeux pourrait presque nous faire croire que c'est un gros doigt d'honneur constant au système. Même Yusuke Murata aurait été fier de ce chara-design, j'en suis sûr. D'ailleurs, même sa voix est une claque auditive. Michael Kovac livre une performance vocale qui te marque. Tu l'entends une fois, tu ne l'oublies plus. Le mec a du charisme vocal à revendre. Mais seulement voilà, une fois les paillettes sous les yeux retirées, c'est là où ça commence à sentir le roussi. C'est quand tu passes d'un packaging à une substance narrativement creuse. Parce que dès les premiers épisodes, son rôle est complètement en retrait. Il est plus utilisé comme paillasson scénaristique et élément graphique que comme moteur narratif réel et pertinent. C'est un peu comme si Vivzi Pop avait créé la plus belle voiture de sport du monde et qu'elle l'utilisait comme décoration pour son jardin. C'est totalement absurde. Angel Dust devient une mascotte vide et sans profondeur réelle. Enfin, sauf celle d'être le vide-boule d'un papillon de nuit sous coque. Tout ceci au détriment d'un protagoniste pertinent permettant l'avancement du récit. Et ça c'est dramatique pour un personnage qui nous avait été vendu comme étant la définition pure de l'autodérision et de la confiance en soi. Enfin, confiance en soi camouflée par une certaine addiction à la coke quand même. En gros, un personnage flashy mais passif. Aucune véritable décision qui l'incarne comme acteur principal de sa propre histoire. Même sa pseudo-rédemption lui a été soufflée dans les oreilles. Imaginez que la fille du PDG de l'enfer se décide un beau jour à ouvrir un hôtel pour sauver les âmes damnées. Noble intention, me diriez-vous. Ou juste une gosse de riche qui s'ennuie dans son château et veut se donner bonne conscience en jouant les philanthropes. Parce que oui, quand on y réfléchit bien, franchement, Charlie Morningstar. C'est un peu la Greta Thunberg de l'enfer, non? Sauf qu'au lieu de sauver la planète,
elle veut sauver les âmes. Et comme tous les enfants de célébrités qui se lancent dans l'humanitaire avec leurs millions et leurs titres de noblesse en poche, on est en droit de se demander: est-ce vraiment sincère? Ou est-ce que c'est juste du virtue signaling infernal déguisé en altruisme? Le cas de Charlie Morningstar, cette princesse de l'enfer qui veut absolument jouer les sauveuses, est ma foi très intéressant à analyser. De son privilège, son paternalisme déguisé et sa sincérité émotionnelle, Bibsy Pops nous a pondu l'un des personnages à multiples sens de lecture. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si Charlie est gentil, c'est de savoir si son projet est vraiment pour les damnés ou pour elle. On plonge dans le complexe du sauveur le plus privilégié de l'animation moderne, Charlie Morningstar, fille de Lucifer et de Lilith. Autant dire qu'elle est née avec une cuillère en vibranium dans la bouche. Cette fille a littéralement tout ce qu'on peut imaginer. Un papa milliardaire qui règne sur les enfers depuis la nuit des temps, rien que ça. Un statut royal qui lui donne autorité sur des millions d'âmes damnées. Une sécurité absolue où personne n'ose la toucher. Des ressources pratiquement infinies qui lui permettent d'ouvrir un hôtel sur un coup de tête. Et même la protection rapprochée assurée par Alastor lui-même. Autant dire que notre héroïne ne s'emmerde pas. Et avec tout ça, avec cette position de confort absolu, elle décide de sauver les âmes damnées. Bah voyons. C'est un peu comme si Elon Musk décidait soudainement de résoudre la pauvreté mondiale en offrant des Tesla à chaque SDF. Ça part d'une bonne intention, certes, mais ça reste complètement déconnecté de la réalité du terrain. Charlie, c'est le parfait archétype de l'héritier philanthrope qu'on ne connaît que trop bien dans notre monde. Pensez à Paris Hilton qui fait de l'humanitaire entre deux sessions de photos, aux enfants de Bill Gates qui se lancent dans les fondations humanitaires avec l'argent de papa, ou encore à Chelsea Clinton qui s'engage dans des causes sociales depuis son penthouse. La rotation des sorts est toujours identique. Position de sécurité totale, donc zéro risque personnel, ressources illimitées, donc la solution est toujours l'argent, et médiatisation maximum pour montrer à quel point ils sont altruistes et géniaux. Charlie Morningstar coche absolument toutes ces cases, et c'est là que ça devient problématique. Dans Has Been Hotel, on la voit complètement déconnectée de la réalité quotidienne des damnés. Elle ne comprend pas la violence systémique qu'Angel Dust subit avec Valentino, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une violence systémique, ma chaîne Curious Crime est là pour ça. C'est exactement ce type de sujet qu'on aborde dessus. Elle ignore totalement les traumatismes réels et les mécanismes de survie, elle ne sait pas les rapports de pouvoir complexes entre les overlords et les pêcheurs ordinaires, et surtout elle ne comprend pas ce que c'est que de devoir survivre au jour le jour en enfer. Charlie vit dans une bulle dorée où elle pense sincèrement que tous les problèmes peuvent se régler avec une chanson Disney, de la bonne volonté et des activités de groupe. Elle a exactement le même comportement que tous ces milliardaires philanthropes qui pensent qu'on peut éradiquer la faim dans le monde en organisant des galas de charité à 1000 € le couvert. Là tu dois sûrement te dire, ok d'accord, c'est son avis subjectif, Aramis il est gris en fait. Sauf que non, l'internet entier est d'accord avec moi sur ce point là, et c'est pas beau à voir. Le mec est aussi chargé en décisions scénaristiques douteuses qu'un bodybuilder sur stéroïdes et c'est hallucinant, il est trop stéréotypé. Sur Pinterest, les fans critiquent ouvertement son caractère horny gay sex worker et soulignent que ses traits de personnalité s'empilent sans construction claire. C'est pas moi qui le dis, c'est le fandom lui-même qui commence à tiquer. Et là, sans parler du traitement superficiel de son trauma. Son passé d'exploitation, d'addiction, de violence familiale est évoqué mais jamais pleinement traité. Et ça c'est un réel problème car ça crée une dissonance entre la gravité du sujet et le ton trash edgy de la série. Même le magazine Medium a publié des analyses entières là-dessus disant qu'Angel Dust n'était qu'une représentation fictive pour des gamins en manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance et manque d'approbation d'ailleurs. Et sur Reddit, c'est pire. Bon, en même temps Reddit c'est comme Twitter, c'est vraiment le démon, c'est vraiment l'antre du démon, mais certains fans trouvent le personnage désagréable à supporter. L'incohérence entre le comique et la compassion est mal gérée. Ça crée un fandom complètement clivé en fait. Ce qui fait que d'un côté t'as les béni-oui qui défendent tout et n'importe quoi et de l'autre t'as ceux qui ont encore assez de lucidité pour ne pas tomber dans ce wokisme à outrance et qui savent encore reconnaître une incohérence ostentatoire quand ils en voient une. Donc, pourquoi ça ne marche pas? C'est super simple. Angel Dust souffre du syndrome du personnage inachevé. C'est vrai que la dramatisme est abordé, drogue, prostitution, violence, mais c'est traité trop vite, c'est dans le décor. Ce n'est pas dans la ligne directrice du récit. Or, c'est par sa rédemption que Charlie doit convaincre les instances célestes que l'hôtel est utile. En fait, ça ressemble un peu à comme si Bibsy Pop avait fait une checklist des traumatismes à cocher plutôt qu'une vraie volonté d'explorer ces thèmes en profondeur. Et puis, il y a ce conflit tonal permanent. Comédie outrée plus trauma non résolu, vous étonnez pas que ça crée une discordance et une dissonance totale émotionnelle du public. Et tu peux pas faire des blagues de Huck pendant 10 minutes et ensuite demander à ton spectateur d'être ému par ta souffrance. Enfin si, tu peux, mais il faut savoir respecter le ton, il faut savoir doser. Comme on dit, c'est une question de dosage en fait. Prenons le cas de Ted Lasso par exemple.
Bien que dans un registre totalement différent, le personnage de Ted est une sorte de Ned Flanders quasiment insupportable à certains égards, enchaînant blague sur blague sur blague. Mais sa fragilité narrative est tellement bien introduite que sur les moments où on demande au public de décrocher une malheureuse larme, eh bah ça marche. Angel Dust est censé être au centre de l'intrigue de rédemption de Charlie, mais dans les faits, il passe son temps à faire des vannes et à être un prétexte narratif. Le comportement de Charlie d'un point de vue psychologique est très fascinant parce que ce qu'elle manifeste, c'est un cas d'école qu'on appelle le White Savior Complex, ou en français le complexe de l'homme blanc sauveur, thématique dont tu as déjà sûrement entendu parler ou traiter sur d'autres chaînes YouTube, notamment par des œuvres comme Pocahontas ou même Iron Man pour faire plus récent. Les symptômes sont clairs et Charlie les présente tous. Elle s'impose comme la solution, car personne, mais vraiment absolument personne n'a demandé son aide. Les damnés ne se sont pas réveillés un bon matin en se disant « Tiens, si seulement la princesse des enfers pouvait nous sauver !» Non, Charlie a décidé de ça toute seule, dans sa tour d'ivoire, que les âmes damnées avaient besoin de son aide. Elle a défini unilatéralement le problème et la solution selon sa vision et pas celle des concernés. Elle infantilise complètement les bénéficiaires de sa charité. Les damnés deviennent ses patients, des êtres diminués qu'elle doit rééduquer selon ses propres valeurs morales. Elle les traite littéralement comme des enfants perturbés qu'il faut remettre sur le droit chemin. Elle ignore totalement leur capacité d'action, leur histoire personnelle, leur choix de vie et leur autonomie. Et le plus pervers, c'est que cette manière de faire maintient scrupuleusement la hiérarchie existante. Charlie reste la princesse des enfers qui descend aider les pauvres damnés. Il n'y a aucune remise en question du système qui a créé cette situation. Aucune interrogation sur la structure de pouvoir, aucune volonté réelle de redistribution des richesses car les damnés restent dépendants d'elle et de sa générosité. Et je te vois venir, tu me diras n'importe quoi, Aramis, elle va au paradis plaider la cause des damnés auprès des anges et des séraphins, mais excuse-moi de te couper dans ton élan, l'ami, mais on est bien d'accord. Ce système-là, il existe depuis la création de l'existence elle-même, et croyez-moi les gars, l'existence, c'est long. Donc tu veux me faire croire que c'est que maintenant que notre princesse réponse des enfers se réveille? Oui, mais Aramis vaut mieux tard que jamais, non? Ouah, y a vraiment des bifs qui se perdent avec ce genre de réflexion, mais bon, ok, soit, je te l'accorde pour faire preuve de bonne foi. Bon, regardons maintenant concrètement le projet Has-Been Hotel, ok? Alors, qu'est-ce que le Has-Been Hotel? Ce que ça prétend être, un centre de réhabilitation pour aider les damnés à se racheter. Mais ce que c'est vraiment, c'est le pet projet d'une princesse qui s'ennuie et qui a trouvé un moyen original de s'occuper. Posons-nous quelques questions dérangeantes si vous le voulez bien. Alors, où sont les damnés dans la conception de ce projet? Qui définit les critères de rédemption et sur quoi ils se basent? Pourquoi est-ce que personne d'autre n'a son mot à dire dans l'organisation de ce truc? Et pourquoi Charlie décide-t-elle toute seule de ce qui est bon ou pas pour les autres? Je prends les questions, je les mets là, sur la table du débat. Non mais rendez-vous compte, c'est exactement le même mécanisme que les ONG occidentales qui débarquent dans des pays de tiers-monde tels que des pays d'Afrique, d'Asie ou encore d'Amérique latine avec leur vision du développement, leurs critères de réussite, leurs méthodes sans jamais, mais genre jamais demander aux populations locales ce qu'elles veulent vraiment, ce dont elles ont vraiment besoin et comment elles voudraient procéder. Le traitement d'Angel Dust par Charlie est absolument révélateur de cette mentalité problématique. Regardez comment elle gère son cas. Il subit plus qu'il n'agit. Et ça, pour l'un des personnages principaux, c'est une mort artistique. Et vous voulez qu'on en parle de sa relation avec Valentino? Bon ok, vas-y, on va en parler un petit peu quand même. Bon là, on va toucher au summum, que dis-je même, au summum plus de l'incohérence. D'un côté, tu as une relation d'emprise toxique ultra grave, manipulation, drogue, exploitation S, violence psychologique. Et de l'autre, tu as Angel qui fait des blagues dessus et qui semble presque en mode « Ouais, ok, la situation me plaît. » Non mais sérieux, là on touche l'abysse de l'incompréhension scénaristique de la propre créatrice. La chanson Poison, par exemple, est censée être ce sommet dramatique où on comprend sa souffrance. Et effectivement, musicalement parlant, c'est du lourd. Mais narrativement parlant, c'est traité comme le dernier clip de variété française de Maître Gims, c'est-à-dire un vide sans fond. Joli à regarder, mais qui laisse un goût bizarre dans la bouche. Et sans mauvais jeu de mots, si tu vois ce que je veux dire. Non, le problème dans tout ça, c'est que Vivzy Pop veut le beurre et l'argent du beurre. Elle veut un personnage trauma qui touche le public, et elle veut aussi garder ce côté un peu fun et décalé pour pas perdre le jeune public, donc les adolescents un peu en manque de reconnaissance. Sans vouloir être méchant envers eux, hein, c'est totalement normal et totalement légit. Résultat, ni l'un ni l'autre ne fonctionne correctement. Et ça, c'est pas moi qui le souligne, c'est l'innombrable shitstorm qu'on peut voir sur les forums concernant ce personnage. Bien qu'apprécié, il y a aussi pas mal de merde qui coule par rapport à ce sujet. Il feint d'être écrit avec la profondeur des plus grands films de Tarantino ou de Christopher Nolan, mais avec la plume d'une adolescente de 15 ans en pleine crise existentielle.
Mais attends, tu dis n'importe quoi, il évolue quand même. Il se confie à Husk et il protège ses proches contre Valentino Aramis, me diras-tu. Oui? Et alors? Quelques scènes éparpillées ne font pas un arc narratif cohérent. C'est du développement de personnages au compte-gouttes, pas une vraie progression. Non, soyons clairs les gars. Angel Dust reste fondamentalement le même du début à la fin de la saison 1. Il a quelques moments de vulnérabilité, certes, mais sa situation ne change pas. Son rapport à Valentino ne change pas, sa façon d'aborder les problèmes ne change pas. Il est comparable à un président d'Afrique centrale. Il dit des grandes promesses, mais la situation réelle ne change pas. En vrai de vrai, j'apprécie le personnage, mais en vrai, soyons clairs. Ça, c'est un vrai problème. Il est écrit comme un personnage statique dans une série qui parle de rédemption et de changement. C'est un peu comme avoir un guide de survie écrit par quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui en fait. Et c'est ça le vrai piège d'Angel Dust. Il t'est vendu comme un personnage avec de grandes promesses dans un beau packaging, mais en fait, en réalité, si tu creuses vraiment, c'est un personnage semi-creux, voire totalement creux même d'ailleurs. Et franchement, ne crois pas, hein, ça me bute aussi, parce que j'apprécie vraiment le personnage. Foncièrement, je l'apprécie vraiment. Mais, objectivement parlant, il est creux, hein. Enfin bref, Angel Dust est-il un mauvais personnage? Non, c'est juste un personnage inachevé, un diamant brut qu'on n'a jamais pris le temps de polir. Et le plus frustrant, c'est qu'on sent que le matériau est là, que sous les blagues de Huck et les poses de diva, il y a un personnage fascinant qui attend qu'on lui donne sa chance. Elle le force à participer à ses activités de groupe, elle ignore complètement ses traumatismes réels et profonds, et elle le met carrément en danger en débarquant chez Valentino sans comprendre les enjeux. Et quand tout explose, elle s'excuse vaguement mais recommence exactement la même chose l'épisode suivant. Ce qui fait qu'Angel Dust devient le parfait exemple du bénéficiaire qui subit la charité d'une privilégiée qui ne comprend absolument rien à sa réalité. Car soyons clairs, Charlie ne prend pas le temps de l'écouter vraiment, de comprendre son histoire, ses mécanismes de défense et ses besoins réels. Non, elle applique sa méthode universelle. Sourire, chanter, faire des activités, et ça devrait marcher pour tout le monde. Et bah vous voyez, cette ignorance crasse là, c'est le luxe absolu du privilège. Elle a le même problème que Caitlin Ackerman dans Arcane, la série tirée du meilleur jeu du monde, je veux rien savoir. En fait, quand tu n'as jamais eu à survivre, quand tu n'as jamais été en situation de vulnérabilité, tu penses que tout le monde fonctionne avec des bisous et des câlins. Charlie montre une naïveté sidérante de la réalité infernale à chaque épisode. Dans l'épisode 2, elle accepte Serpentius sans aucune vérification juste parce qu'il dit vouloir changer. Dans l'épisode 4, elle débarque chez Valentino en pensant que parler gentiment va résoudre des décennies d'abus et de trafic. Et dans l'épisode 6, elle va au paradis en croyant sincèrement qu'une présentation PowerPoint va convaincre des millénaires de traditions. Et le plus grave dans tout ça, c'est que Charlie ne remet jamais, mais alors là jamais en question, son droit à sauver les autres. Et ça, Angel Dust le lui dit clairement, il lui crache ses 4 vérités à la figure. Dans l'un de ces moments de lucidité qui dénote de tout ce que j'ai dit sur lui, dans la vidéo que je lui ai dédiée que tu trouveras dans la fiche qui s'affichera en haut à droite de ton écran. En gros, elle ne s'interroge jamais sur la légitimité de son projet, sur l'impact réel de ses actions et sur les alternatives possibles. Elle part du principe qu'elle sait ce qui est bon pour les damnés, et ça c'est de l'arrogance de classe pure déguisée en altruisme bienveillant. Le comportement de Charlie avec les résidents de son hôtel révèle du paternalisme déguisé qui fait froid dans le dos. Elle traite littéralement les damnés comme des enfants, elle décide de leur activité quotidienne, elle leur impose ses valeurs morales sans discussion, elle les récompense quand ils sont sages et font ce qu'elle attend d'eux et les ignore ou les punit par l'indifférence quand ils résistent à ses méthodes. Et c'est exactement le même mécanisme que ces philanthropes qui donnent de l'argent mais seulement si les bénéficiaires respectent leurs règles morales, leurs critères de mérite ou leur vision de ce qui est bien ou mal. Je t'aide, mais tu fais exactement ce que je te dis, quand je te le dis, comme je te le dis. C'est au pire de l'esclavage déguisé sous emprise morale et matérielle, et au mieux c'est de la corruption. Charlie ne supporte pas qu'on remette en question ses méthodes. Quand Angel Dust ou Husk montre des signes de résistance, elle le prend personnellement comme si c'était de l'ingratitude. Elle n'arrive pas à concevoir que peut-être, juste peut-être, sa vision n'est pas la seule valable, que peut-être les damnés ont autre chose à proposer. Et cette incapacité à remettre en perspective sa propre approche, c'est le summum de l'arrogance privilégiée. Elle ne doute jamais d'elle-même, de ses motivations profondes et de l'efficacité réelle de ses actions. Elle est réellement convaincue d'être du bon côté de l'histoire. Mais ne soyez pas naïfs, la série vous le montre bien, c'est un démon. Sauf que le problème, c'est que sa chance on lui a donné et ça a pris que 3 lignes de dialogue quoi. La chance, on la lui donne et on la lui reprend. C'est comme retirer une sucette de la bouche d'un enfant. Sans mauvaise blague salace, encore une fois, je vous vois venir bande de petits coquins. Non, la vraie question c'est peut-on encore rattraper le coup? Est-ce que la saison 2 va enfin nous donner le Angel Dust qu'on mérite? On en reparlera dans une autre vidéo.
Mais soyons clairs, l'écriture de Charlie par Vibzy évolue ainsi, et est faite de telle sorte à pousser à la réflexion à celui qui saura lire entre les lignes. Donc, prenons un peu de recul. La sincérité émotionnelle de Charlie, elle est indéniable. Cette fille pleure vraiment pour les damnés. Elle n'est pas en train de jouer la comédie pour les caméras. Elle risque sincèrement sa relation avec son père, elle affronte le paradis en sachant qu'il y aura sûrement des conséquences, et elle ne recule pas face aux obstacles, même quand ça devient personnel. Son engagement n'est pas qu'une pause Instagram, elle consacre réellement du temps, son énergie et probablement sa réputation. Et puis il y a cette dimension psychologique qu'on ne peut pas ignorer. Charlie porte le poids de l'héritage paternel et ce n'est pas rien, car c'est quand même la fille du non moins célèbre Lucifer. Certes, ça a de nombreux avantages, mais ça va aussi avec de nombreux fardeaux, car n'oublions pas que lourde est la tête de celle ou celui qui porte la couronne. Lucifer a introduit le mal dans le monde et elle essaye sincèrement de réparer les dégâts. Elle suit un peu le même combat que notre génération actuellement qui essayons de rattraper les erreurs de nos ancêtres, mais ce n'est pas toujours simple en fait. Suite aux nombreuses ruptures sociales, instaurées par des décennies voire des siècles d'emprise élitiste, ce qui peut sembler être de la culpabilité générationnelle. Et puis, soyons honnêtes, il y a des résultats. Malgré ses méthodes discutables, malgré son paternalisme et sa naïveté, Charlie obtient des résultats concrets. Serpentius se trouve une famille, de l'amour, et même il va au paradis, le bougre. Preuve que sa méthode, bien que bancale, marche. Angel Dust commence lentement à s'ouvrir et pas de la manière dont il a l'habitude de le faire, si tu vois ce que je veux dire. Bah alors là, Aramis, je comprends plus rien. Alors au final, Charlie Morningstar, sauveuse sincère ou gosse de riche? Bah la réponse c'est à débattre dans les commentaires. Je laisse volontairement la porte ouverte à une partie 2 de cette vidéo en fonction de vos commentaires. Donc n'hésitez pas à vous y prononcer, ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans l'altruisme privilégié de l'enfer t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.